Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Vatrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Ce podcast est évidemment interactif, donc vous pouvez poser l'ensemble de vos questions en permanence. Aujourd'hui, on va parler service d'accès aux soins, le SAS. Souvenez-vous, c'était en septembre 2020, Emmanuel Macron lançait le pacte de refondation des urgences. L'idée, c'était de désengorger les services d'urgence des hôpitaux en créant un système de service d'accès aux soins opérationnel 24 heures sur 24 en ville. Derrière cet acronyme, le SAS, l'État imagine un élément clé du nouveau modèle de prise en charge des patients. Et voilà la définition précise qui en est faite sur le site du ministère de la Santé. Le SAS doit répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non programmés de la population partout et à toute heure, grâce à une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les acteurs de la santé et de la ville d'un même territoire. Alors SAS, belle promesse, mais est-ce vraiment réalisable? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin, puisque l'Île-de-France fait partie des 22 sites pilotes du SAS en France. Et pour m'accompagner ce matin, le professeur Carly, chef de service du SAMU de Paris, et Bernard Elgozi, élu URPS médecin et médecin généraliste à Créteil. Bernard Elgozi, première question pour vous. Déjà, le SAS, ça va servir à quelque chose? C'est une excellente question et la façon dont vous abordez les choses me semble intéressante. C'est comment on va passer d'un projet qui, sur le papier, est un projet intéressant, qui répond à des vrais besoins de santé publique, qui répond aux besoins de santé des populations, à sa mise en œuvre. Et c'est intéressant et c'est constructif qu'on soit avec le professeur Carly ensemble pour confronter, aborder la question et essayer de faire avancer le dossier, qui est un dossier en pleine construction, qui est un dossier complexe et sur lequel on n'a pas, hélas, toutes les réponses. On va y contribuer et on est dans un travail de collaboration avec Carly et beaucoup d'autres partenaires institutionnels, et c'est une pierre dans le chemin qui nous reste à franchir. Service d'accès aux soins, donc en permanence, c'est aussi pour désengorger les urgences, professeur Carly? Je voudrais souligner un point dans ce que dit le docteur Elgozi, c'est qu'on a, disons, une plateforme quelque part où on peut se retrouver. Alors, je fais par contre une différence importante entre le 15 et les urgences. C'est une grosse différence technique. C'est qu'une fois que vous êtes dans un service d'urgence, on peut pas vous en laisser partir. Tandis qu'un appel, ça s'oriente. Un patient qui arrive aux urgences, il est à l'hôpital. Il est déjà trop tard en termes de parcours de soins. Le parcours de soins est déjà hospitalier. Et une partie de notre débat, de notre idée, c'est justement d'agir en amont de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé aux urgences, le médecin des urgences doit vous prendre en charge. Il faut donc ne pas aller aux urgences si vous ne relevez pas de ce parcours de soins. Et c'est là où je rejoins Bernard Elgozi, c'est sur le fait que nous devons réfléchir avant pour qu'il puisse accéder à ce qui est la prise en charge la plus adaptée pour lui. Et sûrement pas l'amener aux urgences. C'est pour nous un sujet vraiment important. Par contre, le téléphone, c'est plus facile. Quand vous arrivez sur un numéro téléphonique, contrairement à un patient qui est aux urgences, un numéro de téléphone, ça se repasse, ça s'interconnecte, ça s'analyse, et ainsi de suite. Donc il y a là une différence technique. Donc effectivement, il y a beaucoup de patients qui sont dans les services d'urgence qui ne devraient pas y être, et de ce fait, c'est à nous de leur permettre d'aller au bon endroit. Si on peut le faire au téléphone, et c'est là où on va parler ensuite donc de ce sujet, on peut l'imaginer. Est-ce que vous voulez que je rappelle les composantes du SAS, Bernard? Est-ce que vous voulez que je fasse un mot là-dessus ou pas? Pas de problème. Bon, donc on peut rappeler simplement le cadre, et ensuite on pourra dire un mot sur les choses où on a avancé, parce que nous avons beaucoup travaillé, y compris avec l'URPS, et le docteur Elgozi le sait très bien, parce que dans son département, il a fait partie de ce travail, et par contre, il y a des choses qui restent à faire, très importantes, et je pense qu'on en discutera aussi. Rappel rapide, donc, le SAS, c'est un dispositif qui est un dispositif où en fait, il y a 3 grosses briques. La première de ces briques, c'est la brique qui reçoit les appels. En fait,
Cette brique existe, mais à côté, il y a un autre dispositif dont on parle peu parce qu'il n'est pas encore au point et dans lequel l'URPS, et en particulier Île-de-France, est impliqué en termes de travail, qui est celui d'une plateforme numérique. Alors on craint toujours un peu le numérique. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur l'aspect téléphonique, mais la plateforme numérique serait quelque chose dans lequel il y aurait de l'information, d'abord pour les professionnels, ensuite pour les patients. Ce sujet n'est pas directement notre sujet ce matin, parce qu'il est discuté au niveau national, et nous n'avons pas encore accès aux conclusions de cet aspect national. Par contre, le sujet appel téléphonique, celui-là, est en train de se développer. Donc, la première idée, c'est de recevoir les appels. Et là, la demande qui a été faite par les professionnels, comme par les autorités de santé, c'est que l'on puisse très vite décrocher le téléphone, donc les gens n'attendent pas au téléphone, et que d'autre part, on puisse identifier tout de suite ce qui est grave pour le traiter de manière prioritaire, et même s'il le faut, le traiter en secondes. Et donc, on impose à ce système un décroché très rapide. 95% des appels doivent être pris en charge en moins de 30 secondes. C'est pas rien, on va revenir, parce que dans nos départements, le 93, le 75, on parle pas de petits nombres d'appels, on parle de centaines de milliers d'appels, presque 1 million pour le département 75. À côté de ça, une fois que cet appel est reçu, il est orienté vers 2 branches. Une branche aide médicale urgente, qui est ma partie, chef de service de SAMU. C'est-à-dire qu'on retrouve un dispositif classique, celui du 15 classique, qui est le traitement de l'urgence vitale, pour laquelle il faut rapidement analyser la situation. Urgence vitale évidente, l'arrêt cardiaque, potentielle, la douleur thoracique, le malaise, des éléments qui sont là. Et dans cette filière aide médicale urgente, nous avons nos assistants de régulation médicale et nos médecins qui vont analyser, qui vont prendre une décision, et s'il le faut, une équipe de réanimation se déplacera, c'est le SMUR. Bon. Là, c'est classique. De l'autre côté, deuxième branche, il y a une branche qui est la branche des soins non programmés. Aujourd'hui, on la connaît peu parce que nous n'en avons qu'une partie qui s'appelle la permanence des soins. Cette permanence des soins, pour tous ceux qui nous écoutent, c'était le médecin de garde. Sauf que le médecin de garde, il travaille aussi dans la journée. Et l'extension, donc, la possibilité d'être en contact avec un médecin à la fois le jour, le soir et la nuit, est devenue les soins non programmés. Ces soins non programmés, dans le projet SAS, c'est quelque chose où il est prévu que tout le monde se rassemble de la médecine libérale pour organiser cette prise en charge et apporter la réponse adaptée. Et c'est là où on retrouve le sujet initial, c'est-à-dire que c'est dans ce groupe de personnes, de patients qui ont été orientés, qu'il faut éviter qu'ils aillent aux urgences ou qu'ils se fassent transporter aux urgences, car c'est pour eux qu'on va trouver d'autres situations. Mais ceci ne doit pas se limiter à un contact téléphonique, ça doit être l'ensemble des forces qui doit le rejoindre, et c'est donc un des travaux qui est en cours, et c'est dans cette partie-là, cette partie donc de rassembler toutes nos forces et de le faire en cohérence entre ceux qui font l'urgence vitale et ceux qui font toutes les autres, eh bien c'est là où on retrouve l'idée du SAS. Donc j'ai une question très simple, très pratique d'un médecin installé à Noisy-le-Grand. On vous propose de l'écouter. Je suis médecin généraliste libéral en maison de santé. Je souhaite savoir en pratique comment participer au service d'accès aux soins. Alors très simple, médecin libéral en maison de santé, comment en pratique y participer ? Comme le dit notre confrère, j'ai envie de faire, eh bien si vous avez envie de faire, il y a de la place pour vous. C'est ça la bonne réponse. Mais simplement, on le fait tous ensemble. L'envie de faire, elle est là. Bernard Elgozi, très clairement, ça on l'a bien compris. Moi, je pense que les réponses, elles se feront territoire par territoire. On a un dispositif global, régional, et qui a une multitude de niveaux d'intervention, et que c'est important que chacun y trouve sa place, et que c'est important de respecter les initiatives territoriales. Je pense par exemple au numéro d'appel le 15. Il y a aujourd'hui d'autres numéros qui existent. Celui des pompiers, celui des SOS médecins, celui de la UMP. Des questions, c'est comment respecter l'existant, comment capitaliser ce qui a déjà été fait et l'intégrer de façon coordonnée et cohérente dans un dispositif qu'on est en train de reconstruire. Donc la démarche territoriale, locale, elle est essentielle. On va le voir tout à l'heure, peut-être on en parlera avec l'intervention ou pas des CPTS, avec l'intervention des associations de permanence de soins qui existent, qui occupent le terrain, qui vont avoir des moyens supplémentaires. On parlera des nécessités d'opérateurs de soins non programmés, des nécessités de régulateurs médicaux pour répondre au téléphone. Donc tout ça, c'est une construction et il me semble important de respecter et de capitaliser ce qui existe déjà.
et qui fonctionne pour soir et week-end notamment. La question, c'est de mettre ça en place 24 heures sur 24. Et qui fonctionne déjà. Vous avez la parole. Pour répondre à la question de l'auditeur, en pratique, nous avons eu à cœur au sein des URPS à ne pas mettre de côté les médecins qui exercent en dehors des maisons de santé, en dehors des CPTS, qui sont de façon isolée, parce que même si les CPTS s'étendent, elles ne contiennent pas tous les médecins, notamment les médecins d'Île-de-France. Donc, pour cela, en réalité, la CPAM prévoit une cotation spécifique et en fait, il faudra que le médecin puisse mettre à disponibilité du système SAS des plages de fonctionnement dans la semaine pour que, par ce système, il puisse avoir des patients à voir et ensuite qu'il puisse les coter selon les déterminants de la sécurité sociale. Et du coup, il est intégré dans le système de SAS sans pour autant avoir besoin d'autres formalités. Merci pour cette précision donc de la présidente de l'URPS. Oui, Bernard Relgozi. Deux commentaires. Il y a un dispositif qui existe, qui est quand même assez rigide sur le papier, qui a été encore rigidifié par la signature de l'avenant 9, qui pose un certain nombre de règles que la présidente de l'URPS vient de dénoncer. Il nous semble intéressant d'y réfléchir à ces règles et d'essayer d'assouplir le montage, d'essayer d'adapter le montage aux réalités, aux pratiques des gens, aux besoins des gens, au territoire, avant de s'apercevoir qu'on va dans le mur. Il me semble plus intéressant d'anticiper que d'attendre de s'apercevoir qu'on n'y arrivera pas. La question qui est posée, c'est une des premières questions, alors moi je la gardais pour la suite, parce qu'on a quand même un peu de temps devant nous, c'est celle des médecins qui vont réaliser ces visites, qui vont donner du temps, donner de la compétence pour recevoir dans leur cabinet des patients qui ne sont pas leurs patients, qu'ils ne connaissent pas. Moi j'ai fait l'expérience cet été. On a créé une CPTS dans mon quartier à Créteil. On a de très bons rapports entre nous. Les autres médecins qui sont partis en vacances ont mis leur répondeur sur mon numéro. Et j'ai eu beaucoup de malades lourds, complexes, pluripathologies, que je ne connaissais pas. Ça prend du temps, de l'énergie, de la disponibilité. Et c'est pas une consultation d'un quart d'heure. Donc, il est nécessaire de reconnaître ce temps, cette énergie, ce savoir-faire à ce qu'on appelle les effecteurs et que je trouve ça assez douloureux. Parce que pour moi, quand on parle d'effecteurs, ça veut dire qu'il y a un décideur en haut qui va dire aux effecteurs au 3e sous-sol, allez-y les petits gars, c'est bon pour vous. Eh ben, c'est déjà dans l'esprit on est dans un jeu de représentation. Je charge un peu, mais quand même, c'est pas très bien vécu. Ce sont des médecins avant tout qui vont faire leur taf, qui vont faire leur boulot, qui font ça tous les jours. On leur demande d'en faire un peu plus. Ils sont prêts à le faire. Mais encore faut-il qu'ils soient reconnus, accompagnés et rémunérés correctement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ce qui est dit là, effectivement, c'est que on entend que vous dites on peut récupérer des patients qui sont quasiment à la porte des cabinets, c'est-à-dire que vous vantez cela, c'est-à-dire que les médecins puissent traiter les gens qui sont dans leur quartier, mais c'est pas parce qu'ils sont du quartier que c'est leur patientèle. Donc beaucoup plus de temps passé finalement à accueillir ces nouveaux patients en soins non programmés. Alors, permettez-moi d'intervenir sur les sujets qui ont été abordés là. Premièrement, le sujet des numéros. Il ne faut pas confondre un bien commun et un système totalitaire. Le bien commun, ça veut dire que lorsqu'on met en place un dispositif comme le SAS, il est là pour faire quelque chose quand il n'y a rien. Mais surtout pas faire ce qui est déjà fait. Surtout pas essayer de mettre sur ce qui existe et qui fonctionne quelque chose qui l'empêche de fonctionner. Alors je rejoins donc parfaitement Bernard Relgozi sur le fait que la vérité est sur le terrain et au territoire. L'aspect financier, l'aspect indemnisation des médecins et leur travail à l'acte, nous médecins du service public, ce n'est pas notre domaine, mais nous comprenons parfaitement ce que vous dites. Et c'est parfaitement logique. Comment voulez-vous que nous créions des volontaires si ces volontaires ont l'impression qu'ils vont travailler plus pour gagner moins et dans des circonstances plus difficiles parce qu'on va leur demander de prendre en charge d'autres patients? Nous, ça nous paraît tout à fait évident. Malheureusement, ce n'est pas notre pouvoir, nous n'avons pas un pouvoir de négociation avec la sécurité sociale, mais nous reconnaissons volontiers, parce que nous l'avons vu, y compris dans les circonstances de crise avec le Covid, que c'est pas simple
d'aller voir les gens, de les recevoir à son cabinet, d'être dans une maison médicale, d'organiser une CPTS. Et donc, nous serons à vos côtés sur le fait que pour ça, il faut être encouragé, et encourager, ça commence par un encouragement financier et pas par une pénalisation. Donc là aussi, vous voyez, nous avons un point sur lequel nous nous retrouvons. Une question. Comment je peux participer ? Je pense qu'il y a peut-être un petit défaut de prospective dans ce qui a été proposé. Actuellement, la régulation, et je suis quand même très très sensible au fait que le professeur Carli parle d'une régulation avant les urgences que nous réclamons depuis des années, qui se fait dans la PDSA, mais pas forcément dans le soin non programmé. Et ça, c'est un défi pour nous tous. C'est-à-dire qu'il faut tous qu'on se retrouve sur une évolution considérable de l'exercice qui permet effectivement, par téléphone, d'orienter le patient au bon endroit. 2 réactions. La première, c'est dans l'organisation du temps. Et il faut être en capacité de s'organiser pour répondre à toutes nos missions. Donc, si on peut avoir des facilités techniques d'organisation, ça sera une excellente chose. Et si le SAS nous permet de faire avancer ce constat, merci le SAS. Ensuite, dans l'organisation, c'est important de laisser l'autonomie de décision au médecin qui est volontaire, et on pense qu'il y aura des volontaires, s'ils sont reconnus, rémunérés, etc. Je ne refais pas un 2e numéro, une fois ça suffit. Aux médecins volontaires, leur capacité de s'organiser. Ça veut dire qu'il aura le choix, nous on propose et on souhaite qu'il ait le choix, soit de dire au régulateur du 15, voilà, moi je peux, tel jour, de telle tranche horaire de la semaine, je peux t'en prendre 4, le mardi de 14h à 18h, point barre, et tous les mardis, ou cette semaine, ou la semaine, très bien. Et puis, d'autres, comme moi, personnellement, j'ai pas envie et je suis pas prêt à fonctionner comme ça, mais je suis prêt à dire au régulateur du 15, moi, je peux t'en prendre 4 dans les 2 jours qui viennent. C'est moi qui gérerai les rendez-vous. Tu leur dis de m'appeler ou tu me donnes les numéros, je me débrouille à gérer mon agenda tout seul comme un grand. J'ai pas besoin de Doctolib, j'ai pas besoin d'un régulateur du 15 pour gérer mon agenda. Je suis un grand garçon et j'assume la gestion de mon temps. Mais j'assure que ces 4, je les prends dans les 48 heures. Ça fait partie du contrat et je suis volontaire pour participer au dispositif. Ça me semble important que là aussi on ait un peu de souplesse et que les 2 cases soient possibles. Il est dans la règle aujourd'hui, on impose de donner son agenda au régulateur. Moi, je pense que c'est important qu'on essaye de trouver une autre alternative. Ceux qui sont prêts à donner leur agenda à gérer au régulateur, très bien, merci. Et que les autres, on leur laisse gérer leur temps comme ils en ont envie, mais qu'ils soient aussi acteurs du dispositif à leur guise. La question de l'autonomie, professeur Carli. C'est fondamental. Les médecins ne sont pas des machines et on ne va pas résoudre les problèmes médicaux en mettant des ordinateurs. Donc moi, je rejoins parfaitement le docteur Egosy sur ce point. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est qu'on prenne en charge des patients. Et donc, si certains veulent une organisation de type A, ils prennent une organisation de type A, c'est une organisation de type B. Je n'ai jamais poussé, dans aucune des discussions que nous avons eues, la nécessité d'avoir un modèle unique. Ça, c'est soviétique 1960, monsieur Elgozi. Je crois au contraire que dans la situation où nous sommes, et qu'évoquait madame Malby, tous ceux qui veulent faire l'effort, qui sont prêts à s'engager, on doit faire le maximum pour les aider, pour qu'ils le fassent. Je vous donne la parole. Voilà, moi je suis Bernard Huynh, je suis spécialiste et ce que j'entends sont des bonnes intentions et moi je suis absolument d'accord avec les bonnes intentions en général. Le problème c'est après la mise en pratique. La mise en pratique, on sait par exemple que l'hôpital a une gouvernance qui est à la fois lourde et autoritaire. Donc le problème c'est, est-ce que dans ce dossier, on va mettre une gouvernance légère et partagée avec les libéraux, ou est-ce qu'on va mettre en place une gouvernance de type hospitalier? Et donc ça c'est, je pense que au-delà des intentions, il faut que la mise en pratique soit réelle et réellement partagée. Première remarque, simple. Par rapport à la sécurité sociale, l'hôpital, c'est pas rigide. Faut être clair. En plus, nous sommes des experts dans l'hôpital pour justement faire tomber les murs et les rigidités. Les institutions hospitalières sont lourdes. Elles ont des avantages et des inconvénients. Leur inconvénient, clairement, c'est le manque d'agilité. Alors nous, on en souffre au quotidien côté filière médicale urgente. Et un des points que nous avons
découvert, au cours de la crise Covid notamment, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux avec certains leviers qu'on n'hésitera pas à utiliser. Donc comptez sur nous pour non seulement ne pas se laisser rigidifier, mais faire quelque chose qui soit agile, c'est-à-dire rapide dans la prise de décision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons voulu associer, nous, médecins hospitaliers, et j'étais vraiment sur ce sujet-là, à mettre des représentants efficaces de la médecine libérale à tous les niveaux du dispositif, y compris au niveau de décrocher des appels en moins de 30 secondes, c'est-à-dire sur la partie N1, qui n'est pas votre cœur de métier, mais c'est fondamental que vous soyez là, justement, pour qu'il n'y ait pas de possibilité de captation des appels vers un système ou vers un autre. Et il faut donc que là, on ait une neutralité, c'est un des sujets, nous avons beaucoup travaillé avec l'URPS, c'est-à-dire que finalement, la réception de l'appel, quelque part, elle soit médicalement neutre, elle soit juste à l'écoute de ce qu'il faut faire pour l'orienter dans le bon endroit. Ensuite, la gestion hospitalière proprement dit est lourde, c'est pour ça que nous discutons à l'heure actuelle, et ça fait partie du travail qui est en cours, on n'a pas évoqué où on en était, je vous rappelle, Madame, et c'est important. On aura le temps de le faire, où on en est exactement, je vous le dirai, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses, on a beaucoup avancé. Et parmi les sujets qu'on a, eh bien, ce sont les structures juridiques qui vont être mises en place, dans lesquelles l'URPS non seulement sera représenté, mais sera un acteur à part entière, comme l'hôpital et les SAMU et les SMUR dont nous dépendons, parce que nous sommes un service, nous. Contrairement à vous, nous ne sommes pas malheureusement indépendants, mais tous ces éléments-là, c'est face à face, à égalité, avec un seul objectif, le résultat. Et on veut le résultat, c'est mieux accéder aux soins, permettre aux gens de le faire. Donc voilà, nous avons chacun nos lourdeurs, mais quand je découvre la sécurité sociale, qui est pour moi un sujet qu'on connaissait très peu, nous hospitaliers, et que vous m'avez expliqué les complexités de cet avenant qui a été signé par certains, pas par d'autres, et ainsi de suite, je comprends qu'à un moment, Bernard Elgozi un mouvement de ras-le-bol en disant « mais c'est pas possible, pourquoi on nous empêche de travailler ?» alors que finalement, on sait où on veut aller, et on est à peu près d'accord pour y aller ensemble. Et on veut y aller ensemble. Voilà. Justement, avant de revenir sur ce que disait la présidente de l'URPS, effectivement, cette espèce de trou dans la raquette, finalement, dans la conception de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux informations qui ont été prises par le premier centre de tri, donc qui ralentit le processus de soins. C'est effectivement complexe. Permettez-moi d'intervenir sur ce point technique. On parle bien de la plateforme numérique nationale ? Alors, cette plateforme numérique nationale est quand même pour l'instant un grand trou noir. On va être clair. C'est un grand trou noir. Les dispositifs informatiques nationaux sont toujours assez complexes à mettre en place. Donc, autant que je sache, ici à l'URPS, Alexandre Grenier, que je vois dans la salle, a été associé aux discussions nationales et a pu y apporter, je dirais, une vision Île-de-France. Mais à l'heure actuelle, cette plateforme qui, dans le dispositif général, devait être ouverte au grand public et donc pouvoir recevoir finalement des commentaires, des éléments. Elle ne l'est pas, elle reste pour les professionnels et elle n'est pas encore passée sur le mode opérationnel. Il y a une version 2 qui va être déployée, d'après ce que j'ai compris, on va la tester. Ceci m'amène donc à dire un point clair. À l'heure actuelle, vous avez parlé d'expérimentation. On n'est pas en stade d'expérimentation. On est en stade de pilotage. Nous sommes des pilotes d'essai. C'est-à-dire qu'on monte dans un truc qui a été fait par des gens, dans lesquels on a participé, bien sûr, à la conception. Mais on est en train de regarder si l'avion décolle. Et s'il peut voler et s'il est stable en vol. Et c'est là où on voit tout un tas de points. Et donc, nous avons un pouvoir, à condition de l'exprimer collectivement. Parce que si je prononce quelque chose là-dessus et que vous n'êtes pas associé, ça n'aura aucune valeur vis-à-vis des autorités de santé. Il faut qu'on soit ensemble, encore une fois. De dire, écoutez, le manche à balai, il est trop rigide et on veut quelque chose qui soit plus souple et on a besoin de faire des loopings. Voilà. Et ça, c'est le pilotage. C'est-à-dire que dans cette phase de pilote d'essai, nous avons un cadre. Le cadre est bien défini maintenant. Mais par contre, à l'intérieur, c'est à nous de le façonner comme nous voulons qu'il marche. Et il faut se battre ensemble pour que les points qui vous paraissent des points bloquants, on les fasse bouger. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre, dans les sites pilotes, puisque les sites pilotes sont là pour piloter la mise en place de ce dispositif. Ce qui est gravé dans le marbre, c'est le principe général, les éléments qu'on a vus tout à l'heure, ceux-là, ils existent. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est open bar et qu'on peut faire tout ce qu'on a envie, mais c'est à nous de bien défendre ces éléments et de les faire avancer. Réaction de Bernard Elgozi avant les questions. Oui, on est globalement d'accord, pas de problème. Mais c'est pas la première fois. Mais oui, mais... Je continue. Bon. Moi, il y a quand même, dans ma lettre au Père Noël, alors il y avait la rémunération correcte et cohérente des intervenants, il y a l'autonomie de gestion de son agenda
pour les gens qui ont envie de se mobiliser. Et puis il y a un troisième point qui me semble intéressant. Alors là, je m'engage plus personnellement qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais ça me semble quand même essentiel. C'est le retour d'information. Il me semble essentiel qu'il y ait une évaluation, qu'il y ait une traçabilité, et que si le médecin traitant est absent, alors l'idéal, ça serait qu'on puisse bien s'assurer qu'il n'est pas disponible, mais je crois que ça c'est un rêve, mais ça serait quand même bien, et surtout qu'il ait un retour, et qu'il sache que son patient a été vu, et qu'il a été vu au bout d'un jour, 2 jours, 3 semaines, 1 mois, comment ça se passe, et qu'il ait qu'il y ait une traçabilité, un suivi. Et là, j'ai pas vu beaucoup de choses là-dessus. Et je pense que vous ne pouvez être que d'accord avec moi là-dessus. C'est important qu'on le mette dans le jeu de quilles, ça y est pas aujourd'hui. Le SAV, donc. Docteur El-Ghazi, je commence à être inquiet sur ce débat, parce que plus on discute, plus on trouve de points. Mais je suis pas étonné, en fait, parce que toutes les discussions qu'on a fait avec l'URPS, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé bien souvent avec des angles de vue qui sont différents, mais avec des résultats qui sont les mêmes. Et sur ce sujet-là, vous avez totalement raison. Un des gros problèmes de la santé en France et des dispositifs qu'on met en place, c'est qu'on n'a pas le courage, pas la volonté ou pas le temps de les évaluer. C'est fondamental. Or, le pilotage, justement, nous permet d'être évalué. C'est prévu qu'on soit évalué, et même, nous avons accès aux éléments dans lesquels on veut être évalué. C'est-à-dire qu'on pourra les porter, le faire sur certains endroits. Car vous l'avez bien dit, les territoires sont la clé, et les sites pilotes ont été choisis dans des territoires très différents. Et donc, on va avoir des visions qui sont intéressantes et des adaptations qui seront probablement des adaptations, peut-être pas locales, mais en tout cas régionales, ça c'est évident. De ce fait, évaluer et transmettre l'information, c'est majeur. Combien de fois nous avons eu à prendre en charge des patients qui avaient déjà vu 2 ou 3 médecins pour la même chose, sans qu'on puisse récupérer l'information? Vous les connaissez. On a même, nous, des fichiers spéciaux sur le 15 de gens qui nous appellent 50 fois ou 60 fois pour la même chose. Donc, dès qu'on aura la possibilité de mélanger ces informations, tout en respectant de manière extrêmement précise le secret médical auquel je suis attaché viscéralement, surtout dans le contact avec d'autres services d'urgence où nous avons ce problème en permanence, eh bien là, on aura quelque chose qui nous permettra d'être encore plus efficace et de dire, ce sujet, on va le traiter, et on va pas le traiter 3 fois. Par rapport à ça, moi j'ai quand même envie d'intervenir, mais un peu au-delà, en amont de la problématique qu'on traite là. Je crois que la vraie question, c'est celle de la paupérisation de la démographie médicale, du manque d'opérateurs, d'intervenants, de médecins, de petits soldats, que moi j'appelle des petits soldats de la santé de proximité sur le terrain. Et ça fait 20 ans, 30 ans qu'on va dans le mur en klaxonnant, mais personne ne bouge. Alors après, on peut faire des SAS, on peut faire des CPTS, on peut utiliser le PLFSS, c'est pire qu'un thermocouteur sur une jambe de bois. C'est du saupoudrage parce qu'on n'a pas de réponse. Il est très clair que la refonte de notre système de santé, c'est quelque chose qui est en train de se profiler, on le voit bien arriver. Vous l'avez vu, l'hôpital est en grande difficulté. Je ne parle pas des urgences, on est paradoxalement ceux qui s'en tirent le mieux, parce qu'on est tellement habitué au combat qu'on finit par être extrêmement efficace. Mais l'hôpital lui-même, le cœur même de l'hôpital, souffre énormément actuellement, vous l'avez bien vu. L'épreuve que nous avons traversée avec le Covid, qui nous a tous mis sous tension, a révélé les faiblesses profondes du système, elle a révélé aussi ses forces. Et dans le SAS, nous en avons une partie de ses forces. Mais vous avez parfaitement raison. Je vois à l'heure actuelle n'importe quel journaliste, qu'il soit spécialisé en médecine ou pas, qui n'arrête pas de dire on a diminué le nombre de médecins pour diminuer la consommation médicale. Enfin, ça fait 30 ans qu'on le dit. Ça fait 30 ans qu'on le dit. Donc, effectivement, on finit par avoir le résultat qu'on voulait. Il y a plus de médecins et il y a plus de malades. C'est pas de chance. Néanmoins, ce sujet-là est un sujet sur lequel le SAS a peut-être une petite partie de faire. Vous avez dit, on nous demande de faire plus avec moins et ça va pas régler. Le SAS ne règle pas la démographie médicale. Bah oui, il règle pas la démographie médicale. Mais, raisonnons un peu Île-de-France et raisonnons un petit peu plus proche de notre territoire. Si on met en place un système coordonné des soins non programmés et des urgences, les jeunes médecins, ils viendront s'installer là où il y a ce type de système. Parce qu'ils vont se retrouver à côté des plus anciens qui connaissent bien le terrain, qui vont leur permettre de s'installer correctement, d'avoir des relations avec des médecins hospitaliers qui se sont établis dans la sérénité. Donc, quelque part, le SAS et le fait de le mettre en place peut être un élément positif pour une région par rapport à une autre,
parce qu'il facilitera l'arrivée de plus jeunes, souvent inquiets de se retrouver dans ce système, et qui ne savent pas très bien où sont leurs marques au départ. Donc plus nous sommes coordonnés entre nous, plus nous aurons des jeunes qui nous rejoignent. Alors il va falloir qu'on conclue effectivement cette matinée autour de cette riche thématique qu'est le SAS. Juste une dernière question, Bernard Elgozi, qu'est-ce que vous en retenez de cette discussion là pendant 1 heure ? Je retiens qu'il y a une volonté partagée. Je retiens qu'il y a une volonté de faire ensemble. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse ensemble. Et comme le dit le professeur Carli, il faut qu'on avance, qu'on passe du dire au faire. Et que la vraie démarche aujourd'hui, ça va être la mise en œuvre. Et que c'est là qu'on nous attend, et c'est celle qu'il faut qu'on rate pas. C'est-à-dire que l'engagement sur les principes, c'est bien. Passer du savoir-dire au savoir-faire, c'est une autre étape. Et aujourd'hui, c'est celle-là. Et je crois qu'on est prêt à travailler ensemble et qu'il y a un gros travail encore un gros chantier de co-construction auquel il faut qu'on se mette ensemble. Le SAS donc en phase pilotage, rien n'est gravé dans le marbre, c'est bien ce qu'on a entendu ce matin et les discussions sont encore en cours effectivement sur la mise en pratique. Ouais, moi j'insisterai là-dessus, pilotage et pas de modélisation. Et je crois que c'est important, moi je l'ai dit, Carli l'a repris, qu'on s'adapte aux réalités locales, qu'on capitalise les expériences, qu'on potentialise les savoir-faire et qu'on utilise toutes les bonnes volontés, toutes les expertises qui existent sur les territoire par territoire. Et on retiendra aussi la notion d'agilité défendue par le professeur Carli à plusieurs reprises. Merci beaucoup donc à tous les deux. Merci à tous d'avoir été là ce matin. On se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ce sera le mois prochain. Nouvel épisode de La Voix des libéraux. Avec cette question, faut-il adhérer à une CPTS ? Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions sur ce sujet sur la plateforme qui est dédiée dans le descriptif des épisodes de podcast. Vous pouvez cliquer sur un lien qui vous permet donc de poser toutes vos questions. Merci à tous et à très bientôt.